Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Ousmane Sonko dénonce une tentative d'assassinat dont il aurait été victime. Il met en cause la brigade d'intervention polyvalente de la police. L'opposant sénégalais et leader du PASTEF aurait été aspergé d'un liquide inconnu le 16 mars alors qu'il se rendait au tribunal de Dakar. Le gouvernement du Congo-Brazzaville mobilise ses partenaires pour l'aider à financer l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion. Un programme qui doit durer 4 ans et qui devrait concerner plus de 7000 anciens combattants. Du sport également à suivre avec les championnats du monde amateur femmes de boxe qui se sont disputés du 15 au 26 mars en Inde. L'Afrique y était largement représentée. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat, les mots d'Ousmane Sonko, qui a pris la parole ce mardi 28 mars dans la soirée. Il accuse directement la brigade d'intervention polyvalente de la police. L'opposant sénégalais aurait été brutalisé le 16 mars dernier alors qu'il était en route pour le tribunal de Dakar. Il aurait été aspergé d'un liquide inconnu. Son parti, le PASTEF, a annoncé une plainte il y a quelques jours pour tentative d'assassinat contre le candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024 et fervent opposant au président sortant Macky Sall. L'opposant inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour viol dénonce depuis le début de cette affaire une machination orchestrée par l'actuel chef de l'État afin de l'écarter de la prochaine élection présidentielle. Sur la prise de parole d'Ousmane Sonko ce mardi et la tentative d'assassinat dont il aurait été victime, je vous propose d'écouter le leader du PASTEF. Qui est dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergé d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la BIP que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahoumé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenus des mercenaires de Macky Sall, certains magistrats en tout cas, devenus des mercenaires de Macky Sall, essaient de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti, à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Alors que la justice sénégalaise dénonce une tentative d'insurrection, l'opposition, elle, est vent debout. La coalition Yewwi Askan-Wi, qui compte braver l'interdiction, annonce une série de manifestations. Une marche pacifique à partir de ce mercredi à Dakar, veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko, qui accuse le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter au scrutin présidentiel de février 2024. On va réécouter Ousmane Sonko. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons
nous manifesterons, parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face aux velléités dictatoriales de Macky Sall? Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le 10e des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action. Et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Le plan Sénégal émergent, un plan pensé sur 20 ans avec des objectifs bien précis, un taux annuel de croissance du PIB de 7 à 8% et l'émergence du pays en 2035 à travers une transformation structurelle de l'économie, notamment sur le développement de secteurs à haute valeur ajoutée. Alors, à un an de la fin du second mandat du président Macky Sall, quel bilan pour cette stratégie lancée depuis 2014? Élément de réponse dans ce sujet de Nathalie Mo. En 2023, le Sénégal achève l'implémentation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent PSE. De 2014 à 2022, le PSE a permis d'atteindre des résultats probants pour asseoir les fondements de l'émergence macroéconomique du pays. S'étant fixé autour de 6% pendant les 5 dernières années, la croissance du Sénégal pourrait s'établir à 9,2% de moyenne annuelle en 2023 et 2024, selon des perspectives de la Banque mondiale. Notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Le Sénégal a mis en œuvre des projets structurants destinés à améliorer la productivité et la compétitivité. Des chantiers infrastructurels dont le bilan annoncé par le gouvernement sénégalais fait état de la construction de 150 km de linéaire routier en 2022. Dans le domaine énergétique, le réseau électrique national s'est enrichi de 250 MW pour une production nationale de près de 1800 MW. Une amélioration de la fourniture énergétique au Sénégal basée sur l'exploitation des réserves gazières du pays, estimée à près de 1000 milliards de mètres cubes. Cette année, nous avons achevé des projets emblématiques comme la première phase du TR, le stade Abdoulaye Wade, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et celui de Marsassoum, l'autopont de Kermassa, les axes routiers Tambacounda, Goudiri, Kidira et Louga, Dara, entre autres. Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main-d'œuvre intensive. Autre domaine prioritaire visé par le PSE, l'agriculture, qui affiche aussi des performances positives avec la demande nationale couverte sur 8 mois pour l'oignon et la pomme de terre en 2022. Le gouvernement a cependant regretté que le secteur éducatif reste à la traîne dans le pays où le taux d'alphabétisation est inférieur à 50%. Le Congo-Brazzaville enquête de fonds pour financer l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion. L'opération DDR est liée aux affrontements armés qui ont secoué le département du Poul entre 2016 et 2017. Alors, le montant souhaité pour financer ce programme est de plus de 13 millions de dollars. Et pour mobiliser ce fonds, le gouvernement a rassemblé ses partenaires samedi dernier. Aucun financement n'a été annoncé pour l'instant, mais les agences des Nations Unies pourraient prendre part à ce fonds. Le point avec Marie-Raphaël Antolo.
Au Congo, le gouvernement va lancer dans les prochains jours des opérations de démobilisation, désarmement et de réinsertion d'au moins 7500 ex-combattants dans la région du sud du pays, notamment dans le département du Pôle, qui a été le théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017. Des partenaires de ce processus DDR dans le pays ont été réunis le samedi 25 mars 2023 pour réunir les fonds nécessaires au lancement du dit processus. D'après l'exécutif, le coût global de l'opération est de 8,3 milliards de francs CFA. Cette opération va inéluctablement contribuer au retour de la paix dans cette localité soumise depuis de nombreuses années, justement à une rébellion. Les attaques armées qui déstabilisent tous les programmes de développement que le gouvernement a voulu dérouler dans la partie sud du pays. D'après des sources gouvernementales, sur les coûts nécessaires pour officiellement lancer le processus des DDR, le Congo à lui seul doit contribuer à hauteur de 25% de la dite somme. Une fois l'opération lancée, les ex-combattants seront réinsérés dans la société et ceci permettra enfin au sud du pays de retrouver tranquillité et stabilité. Ce programme doit être non seulement appuyé par l'Organisation de l'Unité africaine, mais également par les agences onusiennes qui ont une expérience certaine dans le domaine. Il va sans dire que toutes les forces du Congo doivent également, sur le plan politique, appuyer ce processus. Des données officielles rappellent que les affrontements armés qui ont secoué le département du Pôle entre 2016 et 2017 ont provoqué le déplacement de près de 138 000 personnes. Après les accords de paix qui ont mis un terme au conflit fin 2017, au moins 8 000 armes ont été collectées et détruites dans la zone. Les opérations de démobilisation, désarmement et réinsertion imminente devraient se faire sur une durée de 4 ans selon le gouvernement. Une unité pharmaceutique industrielle digitalisée vient d'être inaugurée dans la région de Casablanca au Maroc par le laboratoire marocain Pharma 5, une première sur le continent africain. Cette unité est spécialisée dans la production de médicaments génériques, ce qui permet au groupe marocain de consolider son statut de leader sur ce segment du générique, tant sur le marché intérieur qu'au niveau de l'export. Marie-Raphaël Antolo. Le laboratoire marocain Pharma 5 a inauguré le mardi 21 mars la première usine pharmaceutique entièrement digitalisée d'Afrique. Dénommée Smart Factory, cette usine devrait, selon des sources marocaines, permettre au groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments génériques de multiplier par 5 ses capacités de production. Par ailleurs, cette usine a été mise en service dans le but de faire du Maroc la première puissance pharmaceutique de la région, avec une bonne ouverture à l'international. C'est un projet qui est citoyen. Smart Factory 4.0, c'est d'une intelligence inouïe. Ça permettra bien sûr d'accélérer la production de médicaments, mais aussi en gardant bien sûr une responsabilité sociale et sociétale, parce que ça crée aussi de l'emploi. Et ça nous permet aussi de s'atteler sur la question du générique. Nous sommes aujourd'hui à la rentrée en vigueur de la génération de la couverture médicale, comme Sa Majesté le souhaite et le recommande, mais cette souveraineté nécessite quand même des éléments d'accompagnement. Parmi les éléments d'accompagnement, c'est la politique médicamenteuse. Bien sûr, c'est l'encouragement du Made in Morocco, l'encouragement du générique pour pouvoir soutenir cette couverture médicale, cette assurance maladie, pour le bien, bien sûr, des ménages et des usagers. Cette première usine pharmaceutique du continent est, selon le groupe Pharma 5, pensée dans un écosystème d'innovation unique en son genre qui place l'agilité au cœur de tout le processus de conception et d'exploitation grâce à la digitalisation des processus combinée à la robotisation de certaines opérations. L'usine, selon le groupe, se distingue par sa capacité à intégrer toutes les avancées technologiques à venir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les coûts de construction de cette usine ont été évalués à 29 millions de dollars. C'est une première en Afrique, c'est la première usine 4.0 du continent. On parle d'usine intelligente parce que c'est la nouvelle révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on est en présence d'objets interconnectés. On traite des
d'énormes data, donc on est dans le big data et on est dans une usine qui est complètement monitorée à distance grâce à des capteurs qui sont installés à la fois dans les locaux et à la fois dans les équipements pour monitorer, assurer la data integrity, c'est-à-dire une parfaite traçabilité de l'ensemble des étapes de production au service d'une exigence qualité accrue, mais aussi au service de gains de compétitivité substantiels, puisque ça nous permet d'agir en amont en termes de maintenance, d'être dans de la maintenance prédictive et de combiner à la fois compétitivité et data integrity. D'après des précisions de Pharma 5, des outils de monitoring à distance et en temps réel installés dans tous les compartiments de l'usine permettent la gestion des flux liquides, la qualité de l'air, de pression, d'humidité, de température, tout en assurant une traçabilité parfaite de l'ensemble des processus. Rappelons qu'en 2022, ce laboratoire a produit plus d'1 milliard d'unités de médicaments répartis sur environ 200 références. Ces médicaments sont distribués dans plus de 4 pays, principalement en Afrique. Retour maintenant sur les championnats du monde amateurs femmes de boxe qui se sont disputés du 15 au 26 mars dernier à New Delhi en Inde. Sur place, c'était l'effervescence. De nombreuses athlètes ont répondu présentes, des athlètes venant notamment du continent africain. José Douglas. D'abord, l'équipe indienne a reçu le trophée de la meilleure équipe du tournoi avec 4 médailles d'or, devant l'équipe chinoise 3 médailles d'or et l'équipe russe avec 1 médaille d'or. Mais notre continent était aussi bien représenté avec Iman Khelif d'Algérie, médaillé d'argent lors des éditions précédentes, mais a été éliminé par Anyango Asiko-Fwiza du Kenya au premier tour. C'était aussi un grand jour pour le Cameroun puisque Mireille Benzi a éliminé sa rivale turkmène Guizada Jora Kuilieva au point 4-0. Elle faisait ses débuts au championnat du monde. C'est mon premier combat international et je devais vraiment aller le chercher, surtout les 2 derniers rounds. Je devais montrer le meilleur de moi-même et je pense que j'ai plutôt bien fait. Je suis vraiment contente de pouvoir aller de l'avant avec les compétitions. Mireille s'est qualifiée pour les 8e de finale, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle détient la double nationalité car elle vit et s'entraîne au Canada, mais tenait à représenter le Cameroun à l'international. Depuis que j'ai commencé la boxe, c'était toujours comme une considération. J'ai toujours voulu représenter le Cameroun. J'ai l'impression que c'est encore plus significatif pour moi parce que j'ai l'impression que les pays africains ne sont pas très représentés sur la scène internationale. Parmi les autres athlètes à ces championnats du monde de boxe féminine IBA, à noter la présence de la Tanzanienne Rama Maganga. Sarah Agaigat joue de la Sierra Leone qui a perdu au point contre Joana Gomez du Venezuela. Présence aussi de la Cap-Verdienne Ivanouza Gomez Moreira et celle qui monte dans la discipline, c'est la pugiliste marocaine Khadija El Mardi, plus de 81 kilos, qui a été sacrée championne du monde des poids lourds dimanche soir à New Delhi, la capitale indienne, après avoir battu la Kazakh Goujé Baeva Lassat. L'équipe marocaine de boxe féminine était composée de Yasmine Moutaki, moins de 48 kg, Widad Bertal, moins de 54 kg, et Rabab Cheddar, moins de 50 kg, et a remporté la médaille de bronze après avoir atteint les demi-finales. Angélique Kidjo Arvopart, Chris Blackwell remportent conjointement le prix international Polar Music. La chanteuse franco-béninoise, le compositeur estonien et le fondateur du label Island Records ont été distingués par ce prix, l'un des plus importants du monde de la musique. Angélique Kidjo est une source d'inspiration, c'est l'une des meilleures interprètes, compositrices de la musique internationale, a salué le jury. Les prix seront remis aux lauréats à Stockholm en Suède le 23 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.